ناس كباحث بالمركز الفضائي الفرنسي. من أهم اختصاصاته العلمية هي يعمل حامل في مشروع مركبة الفضاء روزاتا. يشارك في أبحاث استكشاف الماء في المريخ، وكذلك في تدريب رواد الفضاء. وكان مستشارا للرئيس جمهورية مصر العربية للشؤون العلمية. حل بتونس بعد تقريبا 20 ساعة في الطائرة. حل في تونس تقريبا 11 ونص تاع الصباح. جاء وأصر باش يكون حاضر معنا ومعاكم في ليلة النجوم 2018 في تونس. هو الدكتور عصام حجي. دكتور مرحبا، تحياتي، تحية من تونس إلى مصر الشقيقة، تحية كبيرة. متشكر على التقديم ده، ومش عارف نتكلم بالعربي أو بالإنجليزي أو بالفرنساوي. الأول عايز أقول إن الفقرة بتاعت الفنان محمد كانت فقرة ممتازة جدا، فصعب جدا إن تبقى في حاجة. يا سي محمد يشبح فيا يا اخوي، ما تروحش. انا عايز اسلم عليك. ما يروحش، نتدلوا احنا اليوم. ما يروح ولا ما يروحش. يعني المواهب اللي هنا متجمعه في المدينه، العلم والفن. فحقيقي انا لما بشوف عدد الحضور وعدد المواهب انا بعرف ليه تونس بتتغير، لان العلم والفن بيطلع من جوه المدينه دي لبره الاسوار، بيغير حاجات كتير. الحمد لله، الحمد لله. مبروك، متشكر. يعيشك. شكرا جدا. يعيشك يا محمد، يعيشك. دكتور، باش تحكي لنا نهاية المهمة الفضائية لروزاتا. اوكي طيب. لروزاتا خلي لك الميكروفون. اوكي. بيبليك تقريبا فما 2000 قدامك. خلاص. جو ممتاز. ذاك الكريم. اول حاجه الفيديو الاولاني. نبتدي بالفيديو الاولاني. اوكي. الفيديو ده كنعديو الفيديو. فما Greetings, everybody, wherever you may be. Welcome again to Kourou, the home of Ariane, for our live broadcast of Ariane Space Flight number 158. The launcher, as you see, is on the pad. The clock is ticking. The panels are green. What could be better? Sit back and enjoy it. Décollage. Big night for Ariane Space, for ESA, and for European space science. Ariane 5 performing flawlessly, sending Rosetta on her way on this very important mission. How exciting, how unbelievable to be able to dare to land on a comet. That little spacecraft just landed on a comet 300 million miles away. Today Rosetta switched off the unit for communication with Philae. At 9 o'clock UTC, the power went to 0. This means a final goodbye for Philae.
ميرسي جدا. في حاجه عايز اقولها. مش ممكن نعمل فيليرة عن النجوم او les étoiles sans parler d'une étoile filante. La comète est simplement une étoile filante. المهمة روزيتا مهمة عمرها 10 سنين. دامت الرحلة من الأرض للمذنب كانت مدتها 10 سنين، واللي شفتوه ده كان اللي هو عملية الإنزال. فأنا هتكلم لبقية المحاضرة باللغة الفرنسية لأنه أسهل للمصطلحات العلمية، وهنشوف الفيديو بتاع عملية الإنزال اللي حصل في نوفمبر 2014 بعد الإطلاق بتاع 2004. نحط الفيديو نمرة 2. دي عملية الإنزال. عملية الإنزال le système d'atterrissage de la mission Rosetta, l'atterrissage a pris 8 heures. Si on compare par rapport à l'atterrissage sur Mars, par exemple, l'atterrissage sur Mars prend 7 minutes. Donc vous avez 8 heures, vous atterrissez à 750 millions de kilomètres de notre planète et avec un atterrisseur qui va comprendre la physique et la chimie de la surface de la comète. Donc, là, on peut mettre la présentation. Alors, une chose, je vais vous demander une question. Qui pense qu'on dépense beaucoup d'argent en étudiant les planètes et que ça ne ramène pas grand-chose? Lève sa main. Ben, c'est bien, on a autour d'une centaine de personnes. Alors, je vais répondre à votre question. Pourquoi on fait des missions qui coûtent des millions pour comprendre les planètes? Ça, donc, je vais le montrer dans ma présentation. C'est pas ça. Voilà. Le slide. Beeper. Le beeper. Ok. Ok. Le prochain slide. Ok. 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 Juste une petite présentation. Je vais vous présenter les deux endroits que je travaille. Le premier endroit, c'est l'agence spatiale américaine, la NASA. Qui c'est la NASA? Tout le monde. Ok. Donc, la NASA... on a des problèmes avec le son. Donc, la NASA, c'est l'agence spatiale. Je travaille dans le laboratoire des Jet Propulsion Lab, dans le bureau de la mission Rosetta. Donc la NASA, elle travaille dedans 14 000 personnes. Je ne sais pas comment c'est. Ah. Et l'université de Californie que j'enseigne, elle était l'université où Neil Armstrong a fait ses études. Alors, qui sait parmi vous que Neil Armstrong, lorsqu'il a marché sur la Lune, il était un étudiant du programme de master de l'Université de Californie. Et ça, c'est un message important, que la première personne à marcher sur la Lune, c'était un étudiant. Avant d'être astronaute, Neil Armstrong était un étudiant. Alors, pourquoi on explore les planètes? C'est tout simplement pour comprendre la nôtre. On ne peut pas comprendre notre planète isolée de sa famille de planètes qui sont dans le système solaire. Donc pour comprendre la nôtre, il faut aller vraiment comprendre les autres planètes. C'est pour ça que des phénomènes comme les changements
climatiques, comme les risques naturels, on ne peut pas les comprendre si on ne comprend pas les autres planètes. Et le risque de ne pas comprendre ces problèmes coûte 10 fois plus cher que l'émission que vous regardez sur cette planète. Alors, la première planète qu'on découvre, c'est certainement la planète Mars. Est-ce que vous avez, dans les derniers jours, il y avait le press release qui parlait de la découverte de l'eau sur Mars. Donc, ça a été fait avec des radars qui sont sur Mars. Donc, ça, ce sont des images que vous avez de la surface de Mars qui montrent que Mars est un désert qui ressemble à nos régions désertiques. C'est rouge parce qu'il y avait de l'eau sur Mars un jour. Donc, toute l'idée est très simple. Mars aussi, il a des glaces dans le pôle Nord et le pôle Sud, tout comme notre planète, la Terre, et des lits de rivières qui ressemblent à les lits de rivières qu'on voit aussi sur notre planète sur Terre. Donc, en gros, la grande question, est-ce que Mars était un jour une planète bleue, tout comme la nôtre? Alors, pour ça, il y a plusieurs missions spatiales. Je travaille sur 3 qui utilisent des techniques d'imagerie de sous-sol pour chercher l'eau. Et depuis 2 jours, vous avez vu les résultats de Mars 6 dans tous les news. C'était sur CNN avec la découverte de lacs dans les régions du pôle Nord sur Mars. Donc, bon, je ne vais pas dire comment ça marche, mais certainement, pour vous simplifier, on essaye de détecter des matériaux et des minéraux qui indiquent la présence de glace ou des minéraux qui sortent des lacs ou du sel qui peuvent exister sur Mars. Et là, c'est un des exemples qui sont faits avec le radar. Là, on voit des grandes régions sur Mars qui sont très lisses, qui peuvent être des anciens lacs. Voilà, donc, et ça, c'était le résultat en sciences. En 2008, on avait publié l'article avec l'étude des pôles Nord sur Mars et les stratifications qui montrent que la glace a resté très longtemps sur Mars. Et donc là, pour essayer de très simple, si la glace est stratifiée dans le pôle Nord sur Mars, ça veut dire que l'eau est restée plusieurs milliards d'années, donc ce qui ressemble un petit peu à l'eau sur Terre, et ce qui explique le potentiel de vie sur Mars. Et c'est ce qui est aussi... Donc là, c'est l'article qui vient d'apparaître à Science depuis 2 jours, avec la découverte de l'eau dans les régions du pôle Nord sous la glace. Donc, ce qui explique un petit peu tous les rovers que vous voyez sur Mars. Tous ces rovers, ils ont un objectif principal, c'est de comprendre la similarité entre Mars et la Terre. Donc Mars nous donne l'opportunité de comprendre le futur de notre planète qui est la Terre. Donc Rosetta nous donne l'occasion de comprendre l'origine de la vie sur Terre. Donc, comme j'ai dit, la mission est partie, comme vous avez vu dans le film, en 2004. Elle a atterri sur la comète en 2014 et elle a fini la mission en fin 2016. Et l'analyse de données, elle continue jusqu'à 2019. Donc, qu'est-ce que c'est une étoile filante? Qu'est-ce que c'est une comète? Ben, une comète, c'est un corps qui est très riche en glace. Ça marche mieux? Ok, donc la comète, c'est une boule de glace énorme qui circule dans le système solaire et on pense aujourd'hui que la glace qui est dans ces objets, les comètes, c'est la glace qui a transporté une grande portion de l'eau sur notre planète et qui a transporté aussi les matériaux organiques. Donc, voilà. Donc, pour vous montrer qu'est-ce que c'est une comète, ça c'est la dimension de la comète comparée à la ville où j'habite, la ville de Los Angeles. La comète, elle est très noire. Si la comète serait à 100 mètres au-dessus de notre tête, on n'arrivera pas à la voir parce qu'elle est vraiment très sombre. Donc elle est vraiment invisible à l'œil nu et il faut vraiment des
caméras spécifiques pour les voir. Donc, à quoi ça ressemble une comète la nuit? Eh bien, la comète, c'est ce que vous voyez la nuit comme une étoile filante. Toutes les étoiles filantes que vous voyez sont simplement des comètes. Alors, on pense toujours, ça nous fait rire de lire dans les infos qu'il y a une comète qui va nous tomber sur la tête ou un astéroïde qui va nous tomber sur la tête. Qui a vu ces infos dans les news, dans les infos? Ben voilà, il y a pas mal de gens qui ont vu que chaque jour, d'un moment à l'autre, la presse écrit d'un astéroïde ou d'une comète qui va frapper la Terre. Et on pense que ça n'arrive jamais. Eh bien, c'est faux. Eh bien, par exemple, en 1994, il y a une comète qui est rentrée dans le domaine de gravité de Jupiter, et elle a heurté Jupiter et a fait tous ces spots que vous voyez ici. C'était un impact d'une grande comète qui s'est dissociée en 12 morceaux pour frapper la surface de Jupiter. Si ça arrive à nous, sur la Terre, on ne serait pas ici. Donc, la mission Rosetta, le satellite en soi-même... Ça marche mieux? C'est mieux? Ah, ben d'accord. Donc, j'étais en train de parler à moi-même pendant 30 minutes. Ok. Bon. Une des choses très importantes que vous devrez vous rappeler dans le milieu spatial. Les gens, ils pensent toujours qu'un satellite, c'est la top technologie qui existe. Eh bien, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Le satellite que vous voyez ici, il est vraiment très grand. Et les panneaux solaires, ils sont vraiment la moitié d'un terrain de foot. Mais ce satellite est fait en 98 et il a atterri sur la comète en 2016. Ça veut dire que cette technologie, lorsqu'elle est arrivée à la comète, elle est presque 20 ans d'années. Donc imaginez à quoi ça ressemble d'envoyer par exemple votre téléphone portable à 750 millions de kilomètres et après 20 ans, et ce téléphone doit fonctionner dans des températures très basses, dans de rayonnements très forts. Et donc, ce n'est pas la meilleure technologie, mais c'est la technologie la plus fiable et la plus résistante. On a de très rares des échecs sur ces satellites-là. Donc, l'atterrisseur, vous le voyez ici, qui était dans le film, et donc c'est ce qui était prévu d'atterrir à la surface de la comète en 2014, comme donc se montre ici. Alors, ça c'est le premier atterrissage qu'on a sur une comète, et l'objectif c'est de comprendre les propriétés chimiques et physiques des comètes, et pour comprendre l'origine de la vie dans notre système solaire, inclus nous-mêmes. Alors, voilà l'atterrissage qui a pris autour de 8 heures. Et ça, ce sont les vraies images de l'atterrisseur pendant la descente. Et voilà la surface de la comète. Et c'est la première fois dans notre vie qu'on voit à quoi ça ressemble une comète à la surface. Et vous voyez donc la comète à la surface. Il y a beaucoup de sable, beaucoup de roches, beaucoup de glace. Il y a presque ce qu'on peut dire des dunes. Il y a presque des glaces qui sont assorties dans des structures verticales qui sont presque à la hauteur de la tour Eiffel. Et ça, c'est le site d'atterrissage. Et bien sûr, c'était un grand succès d'atterrir sur la comète, parce que c'est le premier atterrissage de l'humanité sur une comète. Mais après quelques minutes, on a réalisé que les signaux qu'on obtient de l'atterrisseur, ils sont en train de changer. Et on a vu ici que vraiment, on n'a pas atterri, mais on est en train de sauter à la surface de la comète. Et donc voilà le premier site avec le cercle bleu, le deuxième site avec le cercle rouge, et le troisième site. Et au bout de 30 minutes, l'atterrisseur était en train de sauter à la surface de la comète jusqu'à ce qu'elle a atterri dans cet endroit, dans le sombre. Et donc, l'objectif de mon travail dans cette mission, c'est de comprendre la structure interne de la comète
et voir de quoi elle est faite à l'intérieur. Dans le jour, on va avoir un rendez-vous avec l'un de ces objets. Au moins, on peut en comprendre si on va le dévier de la Terre, de quoi il est fait à l'intérieur. Est-ce que c'est de la glace qui est dans des blocs? Est-ce que c'est de la glace homogène? Est-ce que c'est des roches? Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Donc, juste pour vous montrer que, donc, comme on a perdu la communication avec l'atterrisseur, il y avait un des plus grands objectifs de la mission, c'était de localiser l'atterrisseur dans une opération, je dirais, de sauvetage qui a duré 1 an, et c'était l'une des plus grands succès de cette mission, comment on retrouve un atterrisseur qui fait la taille de ce bloc, qui est perdu à 750 millions de kilomètres. Donc, au fur et à mesure que l'on a obtenu des images, on voit que la comète n'est pas vraiment que de la glace homogène, mais il y a beaucoup de structures et beaucoup de roches et beaucoup de rugosité à la surface. Donc, la comète n'est plus pour nous un objet lisse. Donc, ça, c'est les vraies images. Et les vraies questions qui restent à nous poser, qu'est-ce que la comète est faite de l'intérieur? Et on arrive à voir des réponses préliminaires à travers les fissures qu'on voit aux images visibles dans la caméra Osiris. On voit donc des gros fissures qui nous montrent, et des débris qui nous montrent un petit peu à quoi ressemble la structure interne dans la comète. Et on voit qu'il y a des couches. La comète, les premiers 100 mètres sont faits des couches. Et donc, on ne pensait pas du tout qu'une comète pouvait être aussi complexe que ça avant la mission. Au fur et à mesure qu'on survole la comète pendant 2 ans, on voit une grande variété de types de terrains. Il y a des terrains lisses, il y a des terrains très rugueux, il y a des terrains qui ressemblent à nos déserts dans le monde arabe, et d'autres qui ressemblent à des glaciers antarctiques, tout sur un corps de 5 km de diamètre. Donc, il y a aussi, on voit des terrains avec des poussières et d'autres terrains qui sont vraiment avec des matériaux durs. Et ces poussières-là, elles viennent des jets que la comète, elle fait à chaque fois qu'elle passe à côté du Soleil. Alors, l'une des choses que je voulais vous montrer, l'une des images très importantes, ça c'est une image qui est prise à 10 km de la comète pendant la descente finale de la mission Rosetta. C'est une vraie image, et si vous voyez ce genre de glace qui s'envole partout, et ça c'est la glace qui s'envole des comètes, et c'est ça ce qui fait ce que vous voyez dans le ciel, une étoile filante. La surface c'est ça, et ça c'est des petits débris de quelques centimètres qui font ce paysage-là. Donc, une des choses très intéressantes, pendant qu'on est en train de faire la descente finale, on voit, et si vous voyez ici, c'est l'ombre du satellite sur la surface de la comète. Vous voyez, dans le bas de l'image, il y a une tache noire qui bouge, et ça c'est l'ombre du satellite en descendant sur la comète. Et ça, c'est l'une des images qui sont prises à quelques centaines de mètres avant de s'écraser complètement sur la comète. Et là, je vais vous montrer le film numéro 3. Je ne sais pas si... est-ce qu'on peut mettre le film numéro 3? Le film... Et là, donc, le film va vous montrer comment, après avoir atterri le but sur la surface. Donc, vous allez le voir. On peut le mettre sans le son ou avec le son, le plus facile. Non, ça c'est le numéro 2, le numéro 3. Numéro 3. Donc ce film, il montre la descente d'un orbite qui est à 60 km
l'orbiteur lui-même commence à descendre vers la comète. C'est une opération suicide où l'orbiteur va s'écraser sur la comète dans la descente finale. Et là, donc, vous voyez, ça, c'est les vraies images de la comète. Et ça, c'est une simulation de ce qui s'est passé. Et il va atterrir juste à côté du petit lander Philae. Et là, vous voyez vraiment l'ombre de la spacecraft lorsqu'elle s'approche. Et elle a atterri juste à côté d'un très grand pitfall. C'est presque des fissures. Et on a eu des images de très haute résolution de cet atterrissage. Donc voilà, ça c'est l'atterrissage de l'orbiteur soi-même sur la surface de la comète. Donc on peut revenir aux slides. Merci. Et donc, juste une chose, donc pendant ce site d'atterrissage, on a pu trouver le atterrisseur qu'on a perdu grâce à des images de très haute résolution. Et voilà l'atterrisseur Philae qui a été perdu. Et donc, une fois qu'on a localisé l'atterrisseur, il est où, on a pu comprendre la valeur des données qu'il nous a envoyées, parce que des données qui ne sont pas reliées à un site d'atterrissage ne sont pas très utiles. Donc, cette opération de sauvetage a pris une équipe de plusieurs personnes. Et donc, alors, j'essaye de... Le prochain slide. Et voilà. Donc, le musée de Berlin, pour commémorer la mémoire de cette opération de sauvetage, a fait un dispositif avec... j'arrive pas à contrôler ça. Est-ce que je peux revenir un slide avant? Un slide avant? Ça marche pas? Bon, est-ce qu'on peut... Juste... Ok, bon, je voulais vous montrer... Est-ce qu'on peut revenir un slide avant? Et celui-là... Ok, donc, juste pour vous dire la dernière chose, comme j'arrive pas à faire marcher ça, que une partie de mon travail, c'est maintenant de préparer les astronautes pour les futures missions qui vont atterrir sur la Lune et les préparer à aller chercher la glace sur la Lune et d'essayer de comprendre si on peut établir des bases, non pas vraiment permanentes pour vivre sur la Lune, mais des bases qui vont permettre aux astronautes plus loin de partir vers Mars. Et ça, donc, c'est ce qu'on est en train de faire dans les années à venir. Et une des choses, donc, plus loin, voilà, plus loin. Et c'est ce que je voulais vous montrer, que beaucoup de gens parmi nous, que j'ai vus, ils rêvent d'être astronautes. Voilà. Le prochain. Donc, et ça, ce sont les rovers qu'on prépare pour aller sur la Lune. Le prochain. Et ça, ce sont les modules où les astronautes vont vivre dans le retour de la Lune, peut-être en 2025. Et c'est très important, lorsque vous testez ce genre de choses, ça ressemble à un film de science-fiction que vous êtes dedans. Le prochain. Donc voilà les astronautes sur le module. Et si vous remarquez bien que les astronautes, les écrans de ce module, ils ont des gros boutons. Une personne m'a dit que ça ressemble à des jouets. Eh bien, ce n'est pas des jouets. Les astronautes, ils ont des gants énormes, comme vous voyez ici dans la maquette de l'astronaute. Ils ne peuvent pas appuyer sur les petits boutons.
Donc tous les instruments que les astronautes s'entraînent dedans, ils ont vraiment un très peu nombre de boutons. Le prochain. Le prochain. Voilà donc les astronautes pendant l'exercice de recherche de glace dans le désert aux États-Unis. Et donc je dis toujours, si vous êtes un grand amateur des habits et de la mode, le costume des astronautes, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. C'est 18 millions de dollars, le prix moyen d'un costume. Donc je dis toujours aux gens qui disent que je ne suis pas très bien habillé, qu'au moins j'ai vu les gens qui sont très bien habillés. Voilà. Donc le prochain. Donc c'était vraiment pour les étudiants qui sont parmi nous ici. J'étais un jour un étudiant en Tunisie ici et j'ai jamais, lorsque j'étais dans mon lycée, que je pensais qu'un jour je pouvais entraîner des astronautes, faire en partie des atterrissages sur des autres missions, mais c'est pas en croyant sur ces rêves, c'est en croyant en la science et en apprenant qu'on peut faire des grandes choses. Je dis à beaucoup de jeunes que je vois, à beaucoup de gens qui pensent que tout est impossible, qu'ils n'ont pas de chance dans la vie. Moi, je pense que j'ai eu dans la vie beaucoup plus que je rêvais, pas parce que j'ai eu beaucoup de chance, mais parce que j'ai eu beaucoup de soif de la science. Le prochain. Et aussi, j'ai jamais pensé un jour que tous les médias scientifiques, presque aux États-Unis, parleront du travail qu'on est en train de faire. Donc, juste ce que je veux que vous appreniez de tout ça, tous les étudiants tunisiens qui sont ici, que vraiment l'avenir est devant vous et la réussite est devant vous. Et les gens qui n'ont pas de rêve vivent dans des cauchemars permanents. Et les gens qui vivent dans les rêves des autres ne réalisent aucun rêve. Donc faites vos rêves et partez loin, étudiez, et il faut réussir dans la vie. Et voilà, je veux vous remercier tous mes étudiants qui ont fait ce travail. Merci. Voilà. Merci. Merci. Des questions? Alors, des questions sur... voilà. سامحني أما لو كان جه المستوى ينحي بعض المذنبات من الباقي ما فهم شوية ما يجي يتعدى من الأرض من الباقي كيف ما يدخلش. المذنبات les astéroïdes. Ah, les astéroïdes, ok. Donc, les astéroïdes ما بيوقعوش على الأرض لأن الكوكب بتاعنا إلى une atmosphère. L'atmosphère بتاعتنا elles font les petits astéroïdes. Donc, beaucoup من les astéroïdes الصغيرين الصخور الصغيرة بتتفكك في الأتموسفير. مين تاني؟ في سؤال؟ نحب نسلك اسك الاريا 51 تعملوا فيها تجارب؟ ده سؤال مهم جدا. يا جماعة ما فيش ديزوفني، ما فيش ديزاكستراتيرستر موجودين في الكوكب عندنا. هو في عندنا في مصر ديزاكستراتيرستر بيطلعوا في التلفزيون، بس ما فيش ديزاكستراتيرستر بيطلعوا في أماكن تانية. احنا استنى. Les ovnis est une réponse très simpliste à une question compliquée. يعني هي إجابة مبسطة على سؤال صعب. في حياة في أماكن أخرى في الكون. في أكيد حياة في أماكن أخرى. لكن لازم ندور على الإجابة دي أحسن ما نستسهل ونقول ده في ديزوفني. The Area 51 اللي هي في نيفادا هي منطقة فيها تجارب للطائرات العسكرية فقط. ما فيهاش ديزوفني. اتفضل. من اسم منيش مصنوعين
منازل رواد الفضاء. جير باهي نقفوا احنا لهنا يرجع له الميكرو تاعو. باهي الناس دقيقة نصلحوا الخلل ولا عطق؟ مش عطق، خلل. باهي صباح. اوكي باهي. الصوت مسموع؟ الصوت مسموع. باهي سؤال شنو؟ مثال قول لي سؤال وانا تنعاود. هي سألت الناس في الفضاء مصنوعين من ايه؟ المساكن الفضاء مصنوعين من ايه؟ اوكي قصدك على الناس ولا الصخور؟ المساكن المساكن دي مساكن. اللي هي المساكن دي مصنوعه من مواد من الالومنيوم الخفيف بحيث انها تتحمل الاشعاع الموجود على سطح القمر، في نفس الوقت تتحرك برواد الفضاء في اوقات الراحه بتاعتهم بحيث ان هم ما يضطروش يمشوا مسافات كبيره على القمر. باهي سؤال اخر. مثال اشكال في مارس. قديش من عام يلزمنا باش نسكنوا في مارس؟ اوكي الرحله للمريخ هو بالامكان بتستغرق 6 شهور لمركبه فضاء، والعوده بتستغرق ما يقارب عامين. هي مشكله في تدريب رواد الفضاء ان هم يروحوا مارس ان هو مختلف عن القمر. رائد الفضاء في القمر بيشوف الارض، فطول ما هو بيشوف الارض بيحس الريفيرونس بتاعته موجوده. رائد الفضاء اللي هيروح المريخ معنويا وجسمانيا اصعب بكتير من رائد الفضاء اللي بيروح للقمر لانه بعيد عن الارض والريفيرونس بتاعته السايكولوجي بتاعت الارض مش موجوده، فهي اصعب بكتير ارسال رواد فضاء المريخ للقمر. شكرا. باهي ناخذ سؤال اخر. قل لي سؤال شنو؟ هل هنالك كوكب آخر فيه حياة بخلاف الأرض؟ إجابتي إنه أكيد في كواكب أخرى فيها حياة على الأرض. أكيد إحنا مش الحياة الوحيدة في الكون الكبير اللي نعيش فيه ده. وعشان تتخيل إجابة السؤال ده الإجابة سهلة جدا. تخيل كل البيوت في تونس هنا فيها زيت ودقيق، فكلها تقدر تعمل الخبز. ليه تتخيل إن في بيتك بس اللي فيه خبز وكل دول ممكن يعملوا خبز؟ نفس الشيء عناصر الهزمة لوجود الأحياء موجودة في كل أماكن الكون. فبالتالي اللي احنا نتخيل ان الحياة فقط موجودة في كوكب الأرض ده مش صحيح، لكن احنا لسه ما قدرناش نجيب الدلائل الملموسة لوجود كائنات عاقلة في كواكب أخرى. شكرا. دقيقة الكل نجاوبوهم الكل؟ نجاوبهم الكل. دونك نصبروا شوي على معادنا ونجاوبهم الكل. باش ناخذوا منا ونرجع لنا. باهي السؤال نتاعك. قال سي كوا لا سويت دو لا ميسيون روزيت؟ لا سويت دو لا ميسيون اللي احنا اون بريبار اون اوتر ميسيون، لأن كل ميسيون بتجيب أسئلة أكثر ما بتجيب أجوبة على الأسئلة اللي هي كانت موجودة. فلا سويت دو روزيتا سي اون فيتور ميسيون on est en train de préparer maintenant. Très bien. Là, voilà. Est-ce que vous pouvez parler de la matière sombre? La matière noire, voilà. La matière noire, c'est une matière qui est très dense dans l'univers. Elle est très dense, que même la lumière n'arrive pas à s'échapper de la gravité de cette matière. En gros, c'est ça. Même la lumière n'arrive pas à sortir de ça. Merci. Bon, si la comète est sombre, comment avoir des photos sans source lumineuse? C'est très bien, c'est une très bonne. C'est une bonne question, je crois. C'est parce que les appareils d'imagerie sur la caméra, elles fonctionnent dans le visible et dans le proche infrarouge. Ah oui. Et on fait des techniques de traitement qui nous permettent de voir ces images-là. Ce n'est pas le même appareil qui est sur un téléphone portable, par exemple. Très bien. Bon, انت كلم بالقوي كلم.
قل لي مثال شيء. قل بالعربي مثال. هو أول كوكب الإنسان يعيش فيه. هبط له بعد أنا هو أول كوكب ينجم الإنسان يهبط له بعد القمر. مارس هو الأخ الأكبر لكوكب الأرض، هو أكبر منه في العمر، فالمياه اختفت من عليه. احنا لو فهمنا الأخ الأكبر مات ازاي نقدر نفهم المرض الوراثي الموجود في الأسرة دي هي كوكب الأرض. احنا بالظبط كده، احنا الأخ الأصغر. اختفاء المياه نوع من الأمراض الوراثية باختصار وللتبسيط في الكواكب. اللي بعدنا هو فينوس، شقيق زهرة. شقيق وشكون؟ نعم، الأخ الأكبر عرفناه، وشقيق وشكون؟ احنا لوحدنا. فينوس هو اللي هيجي بعد كده. فينوس سي نوتر بيتيت سور. اوكي باهي نمشي لهكا. هنا اهو في اسئله. أنا باهي أنت قبل برك. اوكي بون لو ميور سيت. Merci. Site d'internet, site d'internet. Ok, le site. Oui, spécialisé, le meilleur. Hein? Cycle d'études. Cycle d'études. Ok, c'est une très bonne. C'est une question. Donc, pour les étudiants ici qui veulent étudier des sciences spatiales, il y a plusieurs chemins qui ramènent aux études spatiales. Il y a le chemin des ingénieurs, il y a le chemin de l'université. Presque toutes les sciences sont appliquées dans le domaine spatial. La chimie, la biologie, la géophysique, la géologie, donc l'ingénieur électrique, mécanique, tout. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez construire des instruments, il faut être ingénieur. Si vous voulez étudier une planète, il faut être scientifique. Et ingénieur informatique. فجر attendez فجر بن مسعود اهو مدام ولد كهو معناتها انت ولد مدام انت غادي ولدك غادي. باهي نرجع مش شكون تأثير الأقمار على الكواكب. ما شاء الله، يعني في بنت عمرها. نعم. تسأل سؤال مهم كده. الأقمار لها تأثير كبير على الكواكب. تخيلوا ان الكوكب بتاعنا الأرض بربي نسمعوا بعضنا من غير القمر. لو تخيلنا ان القمر اختفى، كوكب الأرض هيتحول لإيه؟ كل الفصول بتاعتنا هتتغير، كل تعاقب الليل والنهار هيتغير. فتأثير الأقمار مهم لأنه بيحافظ على عملية انتظام الفصول في كواكب المجموعة الشمسية. اوكي بون باش ناخذوا فاصل مع بعضنا، مثال فاصل صغير باش نكرموا جروب جاء عمل مسرحية من الكاف